Alors, la visite d'Emmanuel Macron en Chine, on pourrait croire que c'est juste une poignée de main, une photo pour la presse. Mais en réalité, c'était bien plus que ça. C'était une véritable pièce de théâtre diplomatique. Et aujourd'hui, on va justement soulever le rideau pour voir ce qui s'est vraiment passé en coulisses. La grande question, c'est pourquoi ce voyage? Qu'est-ce que le coq français est allé faire dans l'antre du dragon? Bon, officiellement, les raisons sont nobles, bien sûr. Mais on sait comment ça se passe en politique, hein. C'est un peu comme un oignon. Il faut peler, couche après couche, pour arriver au cœur du sujet. Et c'est exactement ce qu'on va faire ensemble. Allez, on commence. Première couche. La plus visible, la plus lisse, c'est l'histoire officielle. La version carte postale, si on veut. Celle qui est présentée aux médias, au grand public. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, sur le papier, c'est impeccable. On parle de renforcer la coopération économique, de paix, de stabilité, d'action climatique. Franchement, c'est le programme parfait, hein? Le genre de discours où tout le monde hoche la tête. Difficile d'être contre, évidemment. Ok, mais on va gratter un peu ce beau vernis officiel. Juste en dessous, on tombe sur la deuxième couche. Et là, c'est tout de suite beaucoup plus concret. On parle d'économie. Parce que, soyons honnêtes, les grands discours sur les valeurs, c'est une chose, mais les chiffres, c'est souvent ce qui mène vraiment la danse. Voilà, c'est exactement ça. Il y a ce qui est dit devant les caméras, et puis il y a la réalité des négociations. D'un côté, le discours public, c'est « travaillons ensemble, coopérons ». Mais en coulisses, le message est un peu différent. C'est plutôt « on veut absolument faire du business avec vous, mais s'il vous plaît, faisons ça discrètement pour ne pas trop énerver nos amis à Washington ». C'est un sacré numéro d'équilibriste, en fait. Et cette citation, elle résume tout. Quand Macron parle de valeurs, les salles de conférence s'applaudissent. Quand il parle d'économie, les comptables ouvrent leurs tableurs. C'est tellement vrai. Les applaudissements, c'est pour la galerie. Mais à la fin de la journée, les principes, ça ne paie pas les factures et ça ne réduit pas un déficit commercial. Mais alors, pourquoi cette pression économique est-elle si forte? Eh bien, c'est assez simple à comprendre. D'abord, le marché chinois est juste gigantesque. On ne peut pas faire comme s'il n'existait pas. Ensuite, les entreprises françaises veulent évidemment leur part du gâteau. Et enfin, il y a cette crainte au niveau européen, la peur d'être mis de côté est plus forte que la peur de devenir dépendant. Et voilà, ce trio, c'est lui qui mène la danse. Ce qui nous amène à une sorte d'accord tacite, un deal non dit. D'un côté, Pékin garde son marché ouvert, ou du moins entrouvert. De l'autre, l'Europe s'engage à rester polie, à ne pas trop aborder les sujets qui fâchent. C'est un peu un jeu de dupes, où chacun sait à quoi s'en tenir et tout le monde sourit pour la photo de famille. Bon, on a vu l'officiel, on a vu l'écho. Passons à la troisième couche. Et là, ça se complique encore, le jeu politique. Parce que, évidemment, ce voyage, c'était tout sauf un simple tête-à-tête France-Chine. Non, non, c'était bien plus une partie d'échecs géante jouée à l'échelle mondiale. Il fallait en fait adresser 3 messages à 3 publics totalement différents. Et c'est là que ça devient acrobatique. À Washington, il fallait dire « on est alliés, oui, mais on n'est pas des subordonnés ». À ses partenaires européens, le message était « regardez, l'Europe peut avoir sa propre voie, son autonomie stratégique ». Et enfin, à Pékin, on est des partenaires pragmatiques, pas des adversaires systématiques. Tenter de concilier tout ça, c'est du grand art. D'où cette phrase assez percutante. Certains observateurs ont dit qu'il agissait moins comme un président que comme le directeur des relations publiques d'un système mondial défaillant. C'est un peu dur, mais ça illustre bien l'idée. Essayer de sauver les apparences dans un système global qui part un peu dans tous les sens et où la France n'a plus toutes les cartes en main. Et voilà, on arrive au cœur de notre oignon, la dernière couche. Après tout ce ballet diplomatique, qu'est-ce qu'il en reste concrètement? Est-ce que ce voyage a changé la face du monde? Eh bien, la réponse est beaucoup, beaucoup plus modeste. Si on fait le bilan, froidement, voilà ce que ça donne. Sur le plan politique, la Chine n'a pas changé de cap d'un iota. L'équilibre mondial non plus. Côté économique, oui, il y a eu quelques contrats, bien sûr, mais la compétition de fond, elle, ne fait que s'intensifier. Donc, pas de révolution. Alors, on peut se demander, tout ça pour ça, à quoi ça a servi au fond? L'objectif n'était peut-être pas de changer le monde, mais, plus modestement, d'éviter que certaines portes ne se ferment pour de bon. L'idée, c'était moins de construire des ponts spectaculaires que d'empêcher que le fossé ne devienne un canyon ininfranchissable. Finalement, que retenir de tout ça? Ce grand spectacle diplomatique nous révèle peut-être quelque chose sur la nature même du jeu politique international. On pourrait le voir comme une sorte de comédie un peu noire. Une grande pièce de théâtre où chacun joue son rôle à la perfection, mais où le script, lui, est dicté en coulisses par les intérêts. Et ça, c'est peut-être la clé de tout. Le véritable objectif. Il ne s'agissait pas de changer la Chine, ni de refaçonner le monde. Non. L'objectif,
c'était de prouver que la France est toujours dans la partie, qu'elle essaye encore de jouer, et pas seulement de regarder les autres jouer depuis les tribunes. Et ça nous laisse avec une leçon assez cynique, mais probablement réaliste. Ce qui compte, au final, ce n'est pas tant ce qui est dit devant les caméras. La vraie politique, elle ne se lit pas dans les discours, mais dans les lignes budgétaires. C'est là, dans les chiffres, qu'on voit les vrais calculs d'intérêt. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question de fond. Dans ce monde où les superpuissances redéfinissent les règles du jeu en permanence, est-ce que le seul coup qui reste pour les autres, c'est de continuer à jouer, même en sachant qu'on ne peut plus vraiment gagner la partie? C'est une pensée sur laquelle je propose de réfléchir. Merci d'avoir suivi cette analyse.